Dès aujourd'hui, réinvestissez votre acompte de réduction d'impôt sur un projet essentiel et qui prend de l'ampleur, TV Liberté. Dès aujourd'hui, réinvestissez sur une télévision libre, autonome, indépendante, sans filtre, qui ne dépend ni des oligarques, ni des partis, ni des lobbies, ni de l'État. Dès aujourd'hui, réinvestissez cet acompte pour obtenir un nouveau crédit d'impôt pour 2019. La presse d'information est aux ordres? Alors, soutenez la presse alternative en 2019, année de tous les changements. Un bon samaritain pour notre Zoom du jour, puisque c'est le titre de l'ouvrage, du roman de notre invité, Mathieu Falcon. Bonjour. Bonjour. Vous publiez donc ce roman, Un bon samaritain, c'est publié chez Gallimard. C'est un roman, c'est votre premier roman, Mathieu Falcon. Il est sorti dans les librairies le 2 novembre 2018. Et donc c'est l'histoire d'un universitaire parisien, la quarantaine, la cinquantaine à peu près, qui malgré ses côtés un peu réacs, va se mettre à héberger 3 clandestins africains dans son appartement parisien qu'il partage avec son épouse. Voilà, on ne va pas en dire plus pour pas défleurer l'intrigue du roman, Mathieu Falcon. Pourquoi avoir choisi ce thème d'actualité de l'immigration en France et spécialement celui des clandestins africains qu'on nomme maintenant les migrants? Bien justement parce que c'est un thème d'actualité que je trouvais il m'a semblé qu'il n'avait pas été traité par la littérature. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques livres qui en ont parlé, mais de manière autobiographique en général. Et c'était important à mon sens que la littérature s'empare de ce sujet. Pourquoi c'est important de parler d'immigration dans la littérature? Parce que c'est un sujet quand même qui nous concerne tous aujourd'hui et qui effectivement remue pas mal de choses dans la société et en chacun de nous. Je pense qu'on se pose tous plus ou moins cette question. Que faire face à cet afflux d'immigrés, de migrants? Doit-on les accueillir? Ne doit-on pas les accueillir? De quelle manière? Comment procéder? Voilà, donc je me suis dit ça serait intéressant de parler de ça et notamment de faire rencontrer, de mettre face à face vraiment deux cultures différentes, c'est-à-dire un universitaire, comme vous dites, qui est très attaché à sa culture française, européenne. Très parisien. Il est très parisien et il est très attaché à la culture française, parce qu'il est professeur de littérature, d'ailleurs beaucoup plus que ses collègues universitaires. C'est-à-dire que lui, il a ce côté qu'on pourrait dire réactionnaire ou conservateur. Et je trouvais que c'était intéressant de le mettre face à ces 3 personnages qui arrivent d'un monde totalement différent, qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont pas la même culture. Faire un vrai choc frontal. Évidemment, moi j'ai un petit peu pensé au Camp des Saints de Jean Raspail, qui est sorti il y a bientôt plus de 40 ans. Est-ce que vous êtes inspiré de cet ouvrage de Jean Raspail, ou au contraire pas du tout? Non, pas du tout. On m'a fait cette remarque déjà, on m'en a parlé, mais j'avoue que c'est un livre que je n'ai pas lu. D'accord. On pourrait imaginer que ça serait une sorte de suite au Camp des Saints. Voilà, ils sont arrivés, maintenant ils sont dans Paris. Enfin bon, voilà, on pourrait imaginer un peu tout imaginer. Alors vous développez plusieurs grands thèmes dans votre ouvrage, Mathieu Falcon. Vous parlez évidemment des migrants, de la doxa post-marxiste, ce que vous appelez dans votre ouvrage. Vous parlez des hommes, des femmes. On va parler un petit peu de tout ça. On va commencer par les migrants. Alors, votre personnage, il s'appelle Pierre Saintonge, donc cet universitaire parisien. Voilà, il est vraiment un peu réac. Il n'hésite pas à parler de nègres, d'Afrique. Ces gens-là n'ont rien à faire ici. Alors là, il a cette phrase: a-t-on jamais vu tant de gens abandonner leur pays, même en temps de guerre? On ne me fera pas croire que ce n'est pas là qu'un prétexte. Comment vous avez créé ce personnage un peu de réac qui met les pieds dans le plat? Oui, c'est-à-dire que c'est un personnage outrancier, qui est aussi un bon vivant, un gouailleur, et qui en fait, à mon sens, dit ce que beaucoup de gens pensent, mais n'osent pas forcément dire. C'est-à-dire qu'il est un peu dénué de surmoi d'une certaine manière, et il s'autorise beaucoup de choses qu'on ne s'autoriserait pas nous-mêmes. Il n'a pas cette police de la pensée que les gens ont de plus en plus et qui Exactement, ce qui d'ailleurs va lui jouer quelques tours, mais
Oui, il n'arrive pas à retenir ses mots. C'est-à-dire que quand il pense quelque chose, il estime qu'il faut appeler un chat, c'est-à-dire qu'il faut dire les choses et les nommer telles qu'elles sont. Donc, par exemple, dire un migrant, ça ne veut pas dire grand-chose. Oui, il pense que c'est des oiseaux migrateurs, il dit en migration, je pourrais peut-être leur prêter une branche. Enfin voilà, il est assez... toujours le mot pour rire, il aime bien revenir là-dessus. Aussi, voilà, il exprime ça, il dit, voilà, ils n'ont pas vraiment la passion de la vérité quand ils essayent de les interroger dans son salon, d'où venez-vous, pourquoi vous êtes venus en France. Et il voit qu'en plus de la barrière de la langue, parce qu'il se met un peu à bredouiller anglais, du coup, il n'arrive pas trop à comprendre leurs réponses, il essaye il voit qu'il y a un total décalage entre leur approche et la sienne, en fait. Oui, c'est ça. C'est un problème une vraie différence de culture et de civilisation. C'est-à-dire que on n'a pas forcément la même notion, pas vraiment de la vérité, mais de la réalité. Oui, est-ce que la réalité est la vérité, ou est-ce qu'on la transforme? Enfin, nous sommes une culture très rationnelle, on a été formés comme ça. En tout cas, voilà, les cultures africaines se sont formées différemment. La différence est en tout cas très bien mise en scène, j'ai trouvé en tout cas très bien décrite dans votre ouvrage, Mathieu Falcon. Ce Pierre Saintonge, et voilà, ils abandonnent leurs femmes, enfants, terre, coutumes, leurs valeurs sont-elles plus respectables? Ils ne lavent rien, ne rangent à peu près rien, ça ne doit pas être dans leurs habitudes. Enfin, il est très dur avec eux, alors qu'en fait, il les accueille, et puis il a une description aussi du corps, des odeurs. Voilà, il dit que c'est très puissant, que ça renferme beaucoup de choses. Oui, mais c'est-à-dire qu'il les accueille, en fait, il a un côté un peu paternel. Une fois qu'il les a accueillis, il estime qu'ils sont chez lui, et c'est presque, il va s'en occuper comme de ses enfants. Oui, donc ça l'énerve. Dans votre ouvrage, voilà, il aime les hommes en général. Oui, c'est ça. Il aime l'être humain tel qu'il est. Il n'aime pas les grandes idées. Mais quand il rencontre un homme, il l'aime en tant qu'homme. Et il s'énerve, oui, effectivement, c'est vrai que c'est un peu comme s'il avait des adolescents à la maison, c'était ses enfants qui ne rangeaient pas leur chambre, donc il a envie de leur mettre des coups de pied au cul et de leur dire, de les forcer à faire les choses. Contrairement à sa femme qui est un peu plus... plus coulante, plus maternelle, et qui se dit oui, non, mais ça va passer, on va s'y faire, etc. Lui, non, ça l'énerve, de même qu'il est comme ça avec ses élèves à l'université, c'est-à-dire que il leur apprend les choses, il leur dit, vous êtes des petits bourgeois, vous ne savez pas ce que c'est qu'avoir faim, etc. Oui, il a envie de remettre dans les brancards tout ce politiquement correct, toute cette espèce cette chape de plomb qu'on a depuis des années où il ne faut pas dire les choses, il faut toujours y aller un peu en douceur et sournoisement. Lui, non, ça l'énerve. Et il ne peut pas se retenir, et il est outrancier dans son... Il est outrancier, mais en même temps, comme vous le dites, voilà, plein de bonne volonté, prêt à aider et prêt à prendre l'autre chez lui. Donc, oui, c'est ça. C'est double, quoi. C'est une dualité un petit peu intéressante. C'est un personnage, un caractère entier, en fait. Et c'est ça que je trouvais intéressant. On prend ou on prend pas, quoi. Voilà, on prend en entier, quoi. Bon. Oui. Et alors, au-delà de cet aspect de Pierre Saintonge, qui rue dans les brancards, il y a l'apparition de cette jeune femme, Zora, qui est une maghrébine. Et alors, elle est encore plus harde que lui, j'allais dire, à l'égard de ces migrants. Elle déclare « Ils ne font que baisser le QI national. Son plaisir de nous dévoiler leurs bêtises, leur ignorance. » Et à un moment, elle évoque une chance pour la France, vous dites, non ? Elle est encore plus moqueuse que Pierre Saintonge, qui est un Français de souche, on va dire, alors qu'elle est africaine, et donc elle est encore plus dure avec ceux qui sont issus de son continent. Oui, mais ça, on le remarque souvent chez les gens immigrés, certains ont fait beaucoup d'efforts pour s'intégrer, et ça les énerve énormément de voir que d'autres ne font pas cet effort-là. Et par exemple, une femme d'origine tunisienne ou algérienne, etc., qui va bien parler français, parce que souvent même ils parlent mieux français que nous-mêmes, ne font pas de fautes de grammaire, etc. Et donc ça les horripile de voir qu'on pourrait les mettre dans le même sac que d'autres qui arrivent et qui ne font pas d'efforts ou qui visiblement n'y arrivent pas. Oui, je pense qu'il y a cette forme de racisme, mais qui n'est propre finalement à aucune culture, à aucune race, si vous voulez. Mathieu Falcon, vous évoquez également cette doxa post-marxiste, Pierre Saintonge, vous décrivez des scènes de manifestations dans Paris, de jeunes
Et alors, vous évoquez les no-borders, hein, ces personnes issues de l'ultra-gauche qui sont allées à Nantes bloquer ce projet d'aéroport, de construction d'aéroport et qui sont venus aux mains avec les forces de l'ordre. Voilà. No-borders, Antifa, dites-vous, enfin en tout cas c'est Pierre Saintonge qui s'exprime. L'extrême gauche violente et libérale soit la pire engeance qu'ait produit l'Europe ces dernières décennies. Vous avez vraiment des mots. Oui, mais c'est ça, parce que mais ce sont finalement, moi je trouve très paradoxal leur manière d'envisager le monde, puisque ils ne veulent pas de frontières. Oui, ils disent the world is mine, ni Dieu ni maître. Voilà, vous dénoncez à la fois, ils voudraient que l'État protège ces gens-là, mais en même temps, ils ne voudraient pas d'État, puisqu'ils voudraient que tout soit dans un même ensemble, qu'on n'ait pas de frontières, qu'on puisse passer à droite, à gauche. Et dans le même temps que l'État les protège et soumettre l'État à leur volonté. Et moi, je trouve ça totalement aberrant. Je n'arrive pas à comprendre comment ils arrivent à fonctionner intellectuellement, à demander tout et l'inverse de tout. Et finalement, ce sont pour moi, d'une certaine manière, des esclavagistes, parce que c'est eux qui font venir. C'est le problème de cet état d'esprit ultra-libéral, alors que c'est ce qu'ils dénoncent. Mais le fait de n'avoir pas de frontières, de faire venir toute la misère du monde pour l'exploiter, je ne comprends pas comment ils arrivent à le justifier. Parce que finalement, tous ces Africains qui viennent, tous pour une bonne partie, qu'est-ce qu'ils vont faire en France? Qu'est-ce qu'ils feront en Europe? Pourquoi est-ce qu'on les fait venir sinon pour avoir de la main-d'œuvre pas chère? C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de les accueillir. Oui, c'est ce que vous dites à un moment. Ils quittent la pauvreté pour trouver la misère, pour trouver des métiers ingrats, très durs. Ouais. Donc en fait, est-ce que finalement ils sont peut-être moins pauvres dans leur pays d'origine quand ils arrivent en France, c'est-à-dire qu'on va les nourrir. Ouais. Mais après, qu'est-ce qu'ils font? La plupart n'arrivent pas à avoir de papier, donc pas de permis de séjour, etc. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas la possibilité de travailler. Et on peut se demander à quoi se résume une vie d'homme sans travail. C'est-à-dire, moi j'en ai rencontré plusieurs qui étaient vraiment désespérés qu'en France on ne leur permette pas de travailler et que l'État les nourrisse et leur donne le biberon. Oui, c'est ce que un petit peu vous dénoncez, et vous, Pierre Saintonge, le héros, dit, ils arrêtent pas de se plaindre, ils sont pas reconnaissants, ils ont compris, en fait, c'est ce que vous expliquez dans votre ouvrage, c'est qu'au bout d'un moment, les migrants finissent par comprendre le système, en tout cas des droits de l'homme, et finissent par s'en servir en disant, nous, on est mal accueillis, ils ouvrent un peu leur bouche là-dessus, quoi. Oui, mais ça, je pense que ça vient pas d'eux profondément, c'est-à-dire que quand ils arrivent, souvent, ils sont assez innocents, naïfs. Et en général, ils sont pris en main par des associations. Et le problème, c'est les associations. C'est-à-dire que l'État refile, entre guillemets, à des associations le boulot qu'il ne veut pas faire, via des subventions, etc. Et ces gens-là vont donc accueillir les migrants. Et la première chose qu'ils vont leur dire, c'est, vous savez que vous avez des droits, vous pouvez réclamer ceci, vous pouvez réclamer cela. Ils vont leur faire une liste de choses que ces gens-là sont en droit de réclamer de l'État français. Qui est complètement, alors qu'ils sont clandestins. Alors qu'ils sont clandestins. Voilà. Et c'est-à-dire qu'on ne leur apprend pas, en principe, on ne leur apprend pas leurs devoirs, ouais. qu'ils aient des droits, si. C'est-à-dire que oui, bien sûr, ce sont des êtres humains, il faut les traiter avec justice, mais leur apprendre aussi leurs devoirs. Mais aujourd'hui, ça n'est pas dans l'air du temps. Voilà, et du coup, à propos de ces no-borders Antifa, c'est ultra-gauche, vous dites qu'ils n'hésitent pas à lyncher un moment certaines personnes, ils érigent leur vertu en permanence, mais en même temps, ils n'hésitent pas à avoir recours à l'ultra-violence contre le premier venu, s'ils ne sont pas d'accord, si celui-là n'est pas d'accord avec eux. Donc, oui, c'est en ce sens-là que je parle de bolcheviques. On le voit, on l'a souvent vu. Ils veulent nous imposer leur vision du monde et coûte que coûte, qui serait la meilleure, la plus idéale, et en même temps par la force. Pierre Saintonge, le héros, a aussi une vision des femmes assez directe, en tout cas de sa collègue à l'université. Il dit la femelle universitaire à qui le politiquement correct donne la ménopause et des accès de castration. Carrément, c'est assez cash. Et puis aussi à l'encontre des jeunes femmes, des citadines, elles sont d'une pudibonderie, ces filles d'aujourd'hui. Ça couche à tout va, ça croit à sa liberté, ça achète tout. Et en même temps, éloge total de la parisienne, de la femme française qui est érigée vraiment en femme parfaite, mieux que l'italienne qui ne voit qu'elle, etc. Donc comment est-ce que vous voyez cette femme aujourd'hui, cette femme moderne dans votre ouvrage?
Oui, c'est-à-dire que Saintonge a des élans de lyrisme aussi, surtout quand il se trouve dans des bars à avoir bu un petit peu et qu'il voit toutes ces jeunes femmes qu'il trouve très appétissantes et qui le font rêver. Mais je pense que ça c'est vrai. Il y a quand même en France et notamment à Paris, voilà, les femmes généralement sont belles, savent s'apprêter. Et à la fois, il y a aussi, c'est vrai, une espèce de pudibonderie aujourd'hui. Enfin, où on ne peut plus rien dire, il faut faire attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on fait vis-à-vis des femmes, alors que de l'autre côté, on a ce qu'on appelle la liberté sexuelle totale et pleine et entière, c'est-à-dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut de son corps, mais en même temps, c'est assez compliqué à expliquer parce que c'est tout à fait paradoxal, quoi. C'est-à-dire que c'est la modernité de 68, de la liberté sexuelle un petit peu qui arrive dans votre roman, enfin en tout cas que vous montrez, à tel point que voilà, donc Pierre, il a cette critique des femmes, ces filles d'aujourd'hui, ça couche à tout va, et puis aussi des hommes. Son fils qui est homosexuel, il lui dit voilà, va-t-il grandir un jour, être un homme? Il est assez dur avec son fils. Oui. Et puis aussi, voilà, il raconte comme quoi ces trois protégés qu'il a pris chez lui, ces 3 Africains, les hommes portant des enfants ou poussant des landaux, tout en recevant les ordres de leurs femmes, voilà, ça les fait rire. Ils constatent les Africains, ça les fait rire. Il y a une inversion des valeurs totale. Oui. Mais ça, je pense que c'est quelque chose d'assez extraordinaire pour eux, par exemple, de voir que c'est vrai qu'il y a toujours il peut y avoir un côté grotesque un peu du bobo qui pousse sa poussette et avec sa femme à côté qui est au téléphone. Enfin, non, mais il y a ce côté que même la génération de nos parents aurait trouvé ça choquant finalement. Et bon, on s'y habituait. C'est pas très grave en soi, mais c'était amusant de relever ce côté drôle un peu de la situation. Ouais. En tout cas, oui, les Africains, c'est vrai qui ont une approche beaucoup plus traditionnelle dans la société. Enfin voilà, pour eux, ils ne peuvent pas comprendre ça en tout cas. Mais c'est pour ça que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont heurtés dans leur être eux-mêmes et dans leur sensibilité quand ils arrivent en Europe, parce qu'ils ne s'étaient peut-être pas imaginé ce genre de choses et que le monde européen fonctionnait de telle manière. Alors, vous n'êtes pas non plus très tendre avec le milieu littéraire, voilà, que vous dites milieu pathétique de l'art et de la littérature, tous les ratés de la terre. Est-ce que c'est dans un salon du livre, voilà, c'est Pierre qui raconte, voilà, que c'est un milieu pathétique, ou c'est peut-être son ami Georges qui lui fait cette réflexion un petit peu oui, mais c'est très critique du milieu littéraire français. Oui, non, mais ça c'est le côté critique de Saintonge qui, lui, est universitaire et qui, d'une certaine manière, s'est empêché de tomber là-dedans parce que il trouve que, oui, qu'il y a une espèce de snobisme et de ridicule chez certains, dans ce monde, ce milieu littéraire qui se fait mousser. Bon, c'est une dénonciation du snobisme d'un certain milieu, mais les bobos harassés de néant, dites-vous. Pierre explique, voilà. Ce qui est terrible, c'est qu'on ne peut plus rien dire. Enfin voilà, il y a vraiment cette révolte contre le politiquement correct, contre cette langueur, voilà, un petit peu des bobos, on est tous d'accord, amen. Enfin bon. Oui, et puis il est très moqueur vis-à-ce de l'art contemporain aussi, enfin en tout cas d'un certain art officiel et de même que d'une littérature officielle, c'est-à-dire qu'il se moque un peu de ce qu'on nous présente comme la panacée aujourd'hui et qui souvent n'est qu'une façade pleine de vide. Alors, moi, c'est une impression, Mathieu Falcon, sur votre ouvrage, que j'ai lu rapidement et qui est un bon roman. Enfin, en tout cas, c'est un premier roman et c'est un bon roman. Moi, j'ai beaucoup apprécié de le lire. On constate un petit peu à la fin, moi, j'ai trouvé qu'on constatait que Pierre Le Réac s'adoucissait au contact de ces Africains. Est-ce que vous pensez que le politiquement correct, que le modernisme finit par avoir prise sur les individus, quels qu'ils soient, même s'ils sont un peu réacs? Est-ce qu'on finit par Est-ce qu'il finit par... Non, je pense pas, un petit peu tourner kazakh, ou en tout cas ça radoucir ou non, c'est-à-dire qu'il s'adoucit vis-à-vis des personnes, quoi. Puisque je pense qu'il est toujours énervé idéologiquement, mais forcément au contact des gens, il a une espèce de tendresse et de vraie humanité, de véritable humanisme. Donc, oui, même s'il n'est pas d'accord avec ces gens, avec ce personnage de Manon, etc., qui est très critique envers ce qu'elle devient et ce qu'elle fait,
il lui reste profondément attaché de manière, sensible, émotionnelle. Bon. Merci Mathieu Falcon. On ne va pas dévoiler évidemment comment se déroule la fin de cette histoire. Voilà, il accueille ces 3 migrants africains, puis après il y a 1000 péripéties. Ils sortent, ils finissent par sortir, parce qu'au début ils ont un petit peu peur de sortir, de se faire attraper par la police, etc. Et en tout cas, il y a 1000 rebondissements dans cet ouvrage. C'est très bien vu, c'est fin, enfin c'est très agréable. Donc je rappelle le titre de votre ouvrage, c'est Un bon samaritain. 3 migrants dans un salon, c'est publié chez Gallimard. Mathieu Falcon, merci d'être venu sur le plateau TV Liberté. Et puis écoutez le prochain à Caen et on vous attend pour le prochain. Merci. Merci.